voitures en flammes, affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, pompiers et journalistes pris à partie, scène inouïe, images terribles. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 64 enquêtes judiciaires au total ont été ouvertes. Il a disparu. Dans un monde où l'anarchie règne et le chaos est devenu le réconfort d'une société malade, il n'y a que peu de place pour les principes et la morale. Et lorsque les pleurs sont votre quotidien, le rire est votre meilleure arme. Le Joker est entouré d'une couche de complexité et de mystère, que nous nous sommes fait un plaisir de démanteler. On a lu les comics, regardé les films, analysé les dessins animés, et on a exploré les tréfonds d'internet pour découvrir que ce n'était pas qu'un simple personnage de fiction. Ça commence par des histoires d'enquête criminelle, inspirées d'un certain Pogolo Clown, ou la description des pires crimes qu'il a commis. Puis la découverte de références bibliques au sein même des films, pour enfin découvrir que le clown serait doté de pouvoirs divins, et qu'il serait en réalité un reflet de notre société. Bien, je vous invite à sortir votre masque de super-héros, ou de super-vilain, car il est temps pour nous de descendre dans les profondeurs de l'iceberg du Joker. Le Joker est masqué ou maquillé, son identité est donc inconnue, ce qui laisse notre imagination faire le travail. Alors notre clown a eu droit à de nombreuses interprétations. Il y a évidemment les comics, ainsi que leurs adaptations en dessin animé, mais pour réellement le comprendre, attardons-nous d'abord sur les univers cinématographiques. César Romero, c'est lui. C'est une version plus comique du personnage. Faut dire qu'en 1960, le Joker, c'était réellement un clown. Ensuite, il y a eu Jack Nicholson en 89. Lui, c'est un Joker beaucoup plus travaillé. On le ressent directement dans son jeu d'acteur, et d'ailleurs, il a même droit à sa propre origin story. Vous savez, c'est cette histoire qui dit qu'il aurait fait une chute dans une cuve d'acide et ça l'aurait transformé. Nicholson, dans son personnage, il est plus sombre et il n'hésite pas à éliminer ses ennemis. C'est d'ailleurs un des Jokers les plus meurtriers. Bon, ces deux-là, vous les avez peut-être pas connus, mais les prochains, vous les connaissez, c'est sûr. Il y a d'abord Jared Leto dans Suicide Squad. Bon, c'est pas la performance du siècle, mais on peut l'excuser. C'est pas lui le réalisateur, et faut dire qu'ils étaient bloqués dans une mentalité d'un Joker encore fou et meurtrier. Mais aujourd'hui, il a évolué. C'est comme ça qu'on a eu la chance de voir l'incroyable Heath Ledger dans The Dark Knight, et enfin Joaquin Phoenix dans The Joker. Prochainement, Barry Keoghan devrait normalement jouer le rôle. Et au vu des avis qu'on a pu voir sur ça, ou encore ça, on évitera de s'attarder sur leur sujet. Durant l'enquête, j'ai trouvé pas mal de faits sur le Joker. Tout d'abord, notre cher Ryan Gosling avait été pressenti pour jouer le Joker de Suicide Squad, mais finalement, il a refusé. Du coup, c'est comme ça qu'on a eu Jared Leto. Après, franchement, j'imagine mal un Ryan Gosling en Joker, mais je crois bien qu'il y a un univers où ça existe. Alors, pendant l'enquête, j'ai checké un peu le multivers des Jokers et je suis tombé sur des versions insolites, comme par exemple le Joker Zard. C'est une version dinosaure du Joker qui, au lieu de tuer pour manger, tue pour le plaisir. Et c'est d'ailleurs lui qui a éliminé les parents du Batman de cet univers. Il y a un moment où le Joker a eu la bonne mentalité, tout simplement parce qu'il a dit qu'il détestait un certain groupe de personnes. Vous voyez cette idéologie allemande dans les années 30 qui a fait fureur? Eh bien voilà, le Joker les déteste. Alors certaines personnes ont vu ici un bon gros message politique, alors je peux pas vous dire dans quelles conditions a été écrit ce comics, mais pour un fou, il a finalement eu un moment de lucidité. On connaît tous les capacités du Joker. C'est un criminel sournois, manipulateur, loufoque et surtout très intelligent. C'est tout cet attirail qui fait de lui un ennemi redoutable. Mais un jour, le Joker met la main sur le masque de Loki. Pour ceux qui ne connaissent pas ce masque, c'est un artefact surnaturel qui appartenait à Stanley Ipkiss. En fait, cette relique donne à son porteur des pouvoirs très cartoonesques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce masque prend le contrôle de son hôte de la même manière qu'un symbiote.
Après ça, le Joker a affronté Batman et il a redécouvert sa jeunesse passée. Mais surtout, maintenant il a des pouvoirs. Alors imaginez le potentiel illimité qu'il a réussi à atteindre à ce moment-là. Mais Batman, il est tout aussi rusé que notre clown. Il va donc faire croire au Joker qu'il est devenu moins drôle et que maintenant, il est dépendant de l'artefact. Parce que oui, le Joker était toujours lui-même sous le masque, ce qui nous montre que sa personnalité est tellement forte qu'il arrive à rester maître de son corps et du masque. C'est à se demander si le Joker est humain ou alors un être surnaturel. Mais pas de panique, on y reviendra plus tard. Quand on enquête sur le Joker, on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine fascination pour lui. Il est le maître de la folie, et il a franchi toutes les barrières éthiques et morales. On ne peut qu'être fasciné par son génie. C'est comme si le Joker était une maladie qui entrait doucement dans votre vie et vous amenait progressivement à devenir fou. Et il y a 2 personnes qui ont particulièrement été impactées par leur interprétation du Joker. Prenons Joaquin Phoenix. Pour son rôle du Joker, il a perdu 16 kilos. Comment? Il s'est uniquement nourri de pommes. Mais ça, c'est pour son aspect physique. Et le Joker ne se résume pas qu'à un physique. Il fallait pour l'acteur un rire parfait. Parce que tout bon Joker se doit d'avoir un rire iconique. Il a donc étudié le rire des personnes qui souffrent du rire prodromique. Après, il y a un acteur qui voulait devenir lui-même le Joker, et certains pensent que ça lui aurait coûté la vie. Mais vous savez quoi? Il est un peu trop tôt pour aborder ce sujet. Revenons plutôt au film de Joker de 2019. Ici, Arthur Fleck souffre de maladie mentale. On n'est plus face à un génie du crime, mais maintenant, on a un tueur en série qui n'écoute que ses pulsions. Tiens, ça me rappelle quelque chose. De quoi? Oh, une affaire vieille de plusieurs décennies. Une affaire sur Terre? Oui, le proto-monde. C'était dans les années 70. Un certain John Wayne Gacy. Un type, disons-le, qui n'était pas du genre à organiser des goûters d'anniversaire. Gacy, ça me dit quelque chose. C'était pas un être tordu? Il avait un alter ego, un clown. Pogo, le clown. Et devinez quoi? Il tuait des gens en costume de clown. C'était juste un déguisement, une façade. Non, c'était pas juste une façade. En fait, c'était plutôt qui il était sous le costume. Et finalement, il en a payé de sa tête. Il l'a bien mérité. Agent K, j'écoute? Oui, très bien. On a du nouveau, faut y aller. Dans le comics Les Derniers Jours du Chevalier Noir, écrit par Neil Gaiman, on assiste à l'enterrement de Batman. Toutes les personnes qui ont côtoyé le Chevalier Noir sont présentes, même les méchants. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis qu'Alfred raconte comment son maître s'est fait avoir. Comme vous le savez, Bruce Wayne est devenu Batman après la mort de ses parents. Mais il y a un moment dans sa carrière de justicier où il ne pouvait plus jouer son rôle de protecteur. Il était déprimé. C'est là qu'entre en jeu Alfred. Il décide de faire appel à son ancienne troupe de comédiens pour jouer le rôle de criminel en ville. Alors, ça fonctionne pendant un temps, mais c'est clairement pas assez. C'est donc à ce moment qu'Alfred décide de devenir un réel antagoniste pour Bruce. Il devient son ennemi juré, le Joker. Aucune victime n'est à déplorer, ça reste du jeu d'acteur. Mais un jour, forcément, Batman découvre la vérité. Il va suivre un signal de détresse qui l'emmène vers un des comédiens de la troupe qui à ce moment est devenu fou. Bruce pensait qu'il était juste en train de jouer la comédie, mais ce dernier appuie sur la gâchette et tue Batman. Vous pensez qu'il est là depuis longtemps? Une journée, pas plus. En tout cas, rien de concluant. « 245e jour d'enquête. Un corps retrouvé, mort, depuis moins de 24 heures. Aucune trace du Joker. Mais je suis sûr que c'est lui. Et vous faites quoi là au juste? Faut bien que je ressemble à un enquêteur, non? Oui, ça va de soi. Attendez, il y a un truc ici. Encore les mêmes conneries, hein.
Ce type a le goût de la mise en scène. Sauf que là, on ne joue pas dans un film. Justement, il joue avec nous. Il sait exactement ce qu'il fait. Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson, ce sont eux les génies qui ont imaginé le Joker. Et il est apparu pour la première fois en 1940 dans le comic numéro 1, Batman. Robinson, c'était le premier concepteur du Joker. Il voulait créer un antagoniste qui soit différent des méchants habituels de l'époque. Son personnage devait avoir un certain sens de l'humour et s'inspirer de la carte Joker. Il est dessiné pour la première fois sur une carte à jouer et ils vont prendre comme inspiration Conrad Veidt dans le film L'Homme qui rit. Bill Finger a écrit l'histoire du personnage sur la base des travaux de Robinson et Bob Kane a travaillé sur son design. Par contre, Joker il devait apparaître qu'une seule fois dans les comics. À l'époque, ça se passait comme ça en général. Un nouveau méchant apparaissait, le héros le battait, et voilà, ça s'arrêtait là. Mais Whitney Ellsworth, c'est un éditeur, a voulu faire du clown un personnage récurrent. La dernière case où on voit la mort du Joker est modifiée et montre qu'il a survécu. Le Joker est officiellement né et il deviendra au fil du temps celui que nous connaissons tous, le Némésis de Batman. Le Joker a plusieurs origin story. C'est pour ça qu'on sait pas réellement qui il est. Du coup, pendant notre enquête, on s'est attardé sur le sujet. Le Joker est apparu dans divers jeux vidéo. On a tout d'abord Batman, The Video Game, sorti en 1989. Ce jeu raconte l'histoire du film Batman de Tim Burton, où il sera le boss final du jeu. Vient ensuite le jeu Les Aventures de Batman et Robin, qui est sorti en 1994, où le Joker est le premier boss qu'on affronte. On le retrouve ensuite à la toute fin du jeu en tant que boss final. Le Joker apparaît aussi dans les jeux de combat Mortal Kombat vs DC Comics ainsi que Injustice 1 et 2. Mais le jeu le plus marquant pour les fans de Batman et dans lequel le Joker s'est illustré dans son rôle de meilleur antagoniste, on va bien sûr vous parler de la série des Batman Arkham. L'histoire de ce Joker commence dans Batman Arkham Origins. Ici, son Némésis est en service que depuis 2 ans. Batman ne connaît pas encore le Joker et c'est ici le début de leur histoire. Batman comprend bien que son ennemi ne pourra pas être raisonné. Joker, lui, son objectif est de faire en sorte que Batman le tue. Mais à la fin du jeu, il sera neutralisé par ce dernier, mais pas tué. La suite de cette histoire se déroule après le jeu Batman Arkham Asylum. Ici, le Joker est arrêté par Batman et se fera enfermer à l'asile d'Arkham. Du moins, c'est ce qui était prévu. Mais le Joker n'est pas comme tout le monde, il avait un plan. Et ce plan lui permet de prendre le contrôle de l'asile. Le rôle de Batman ici est de neutraliser le Joker et son venin titan. Un venin mutagène qui transforme les personnes en des créatures assoiffées de sang. Le Joker s'injecte lui-même le venin et Batman le neutralisera à la fin du jeu. Par la suite, dans Batman Arkham City, c'est un Joker malade que l'on retrouve. Son état se dégrade à cause du venin titan. Il décide ensuite de prendre un échantillon de son sang et de l'injecter à Batman afin de le contaminer également. Mais à la fin du jeu, le Chevalier Noir trouve un antidote et se soigne. Le Joker, lui, pensait que Batman ne le sauverait pas. Il l'attaque donc et malheureusement la lutte brise le flacon dans lequel se trouvait l'antidote. Le Joker, de nouveau neutralisé, vit alors ses derniers instants face à Batman. Déçu, car il a échoué dans sa mission. Ce n'est pas Batman qui l'a tué, mais lui-même. C'est ici que s'achève la vie du Joker. Mais il fera encore son apparition dans Batman Arkham Knight. Cette fois, il n'est plus réel, mais existe dans l'esprit de Batman. Il apparaît sous forme de vision tout au long du jeu. Et c'est à la fin que Batman réussit à enfermer pour de bon l'esprit du Joker en lui. Et ainsi, il mit fin à leur histoire. Goodbye, Joker. No! Bruce! Don't leave me! Please! I need you. Dans le comics The Man Behind the Red Hood, Bill Finger nous propose en 1951 une première origin story du Joker. Dans cette histoire, Batman et Robin doivent résoudre l'affaire de Red Hood. C'est un homme qui est tombé dans une cuve de produits chimiques qui se trouvait dans une usine de fabrication de cartes à jouer. Après ça, les deux justiciers ont raconté cette histoire à un groupe d'étudiants qui les ont aidés à résoudre l'énigme de ce fameux Red Hood. Ça les amène ensuite sur la piste du Joker. Et étonnamment, il avoue que c'était bien lui, sous le masque. Ensuite, on a Scott Snyder, qui a décidé de revenir sur les débuts de Batman et du Joker, dans son arc Batman l'an 0.
Il reprend l'idée initiale du Red Hood et nous présente son gang. Mais finalement, ce personnage qui reprend à vue d'œil tous les codes originaux du Joker n'est pas le Joker. C'est en fait une inspiration pour celui qui deviendra le vrai Joker. S'il y a un comics qui revient régulièrement sur la table lorsqu'on parle du Joker, c'est The Killing Joke. Il a été écrit par Alan Moore en 1988, et ce dernier n'a pas hésité à piocher dans l'histoire du comics The Man Behind the Red Hood, afin de compléter son interprétation du Joker. Dans cette histoire, on voit le passé du Joker, et on découvre Jack. Il a du mal à boucler les fins de mois, et en parallèle, il tente de se lancer dans une carrière de comique. Mais c'est difficile de percer lorsqu'on ne fait rire personne. Et pour ne rien arranger, sa femme attend un enfant. Et c'est là que les soucis commencent. Parce qu'il est contraint d'entrer dans les combines des gangsters de Gotham. Il fait face à Batman après avoir mis un casque rouge sur la tête. Oui, le fameux casque de Red Hood. Et pendant son affrontement avec Batman, il finit par tomber dans une des cuves de produits chimiques. Lorsqu'il en ressort, et après une bien mauvaise journée, le Joker est né. Un Joker, 4 As, je me demande si... C'est téléphone dimensionnel? C'est peut-être l'agence. Décrochez. Allô? Bien le bonjour, monsieur l'agent. Vous avez trouvé mon petit cadeau, pas vrai? Je prends votre silence pour un oui. Au début, je voulais le climatiser, tu sais, comme mes parents. Mais ça aurait été moins amusant pour vous. Pourquoi t'as fait ça, Joker? Oh, mais je fais ça pour vous, car vous avez besoin de moi. Sans moi, qu'est-ce que vous êtes? De simples enquêteurs perdus dans un labyrinthe sans issue? Allez, j'ai une blague pour toi. Qu'est-ce qu'un clown fait quand il ne veut pas se faire attraper? Il raccroche. Alors, c'était quoi? Une blague ou un avertissement? C'était le Joker. Il connaît chaque mouvement qu'on va faire, avant même qu'on y pense. C'est ce qu'il fait, quoi. Il vous pousse à danser. Et vous, vous êtes là à suivre le rythme. Et ça à chaque foutue fois. J'ai rien pu faire à ce moment-là. Pourquoi il m'a appelé? Il m'a parlé de ses parents. En vrai, quand j'y pense, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos à ce sujet. Mais je crois qu'il y a un auteur qui s'est penché sur la question. Dans le comics The Brave and the Bold numéro 31, on peut voir un flashback. Visiblement, le Joker aurait brûlé ses parents vivants après que ces derniers l'aient surpris en train de tuer des animaux. Est-ce que ce Joker et celui qui m'a appelé sont les mêmes? En tout cas, c'est certain que celui-là était dangereux depuis sa naissance. Le Joker est marquant, mais ce qu'on retient en général, c'est son humour, comment dire? De crayon, je vais le faire disparaître. Particulier. Il a disparu. Par exemple, si on prend Arthur Fleck, c'est un comédien de stand-up raté qui travaille en tant que clown de rue pour survivre avec sa mère. On peut le comparer au Joker de The Killing Joke. Ils sont tous les deux pauvres, un vit avec sa mère et l'autre avec sa femme. Celui du comics veut montrer qu'après une mauvaise journée, n'importe qui peut devenir fou. Et dans le film, Arthur va justement faire référence à cette phrase. Mais on va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, on peut dire que c'est la fracture sociale qui a créé le Joker. Personne ne l'aide, il est abandonné, délaissé. D'ailleurs, on retrouve cette thématique dans les comics White Knight et Curse of the White Knight de Sean Murphy, où le Joker s'appelle Jack Napier. Ici, la rivalité entre Batman et le Joker serait une histoire de plusieurs siècles. En fait, en 1685, le général Lafayette Arkham et le Lord Edmond Wayne se faisaient déjà la guerre. D'ailleurs, Lafayette rit comme le Joker. Ce serait donc une sorte d'ancêtre. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, Jack Napier découvre la dépouille de Lafayette et découvre que les riches exploitent les pauvres à Gotham. Du coup, il va se battre contre ces inégalités pour rendre justice. Attends, un Joker qui rend justice? Oui, je sais, c'est contradictoire. En fait, je vous ai menti. Le Joker, c'est pas Jack Napier. Ou plutôt, Jack Napier n'est plus le Joker. Parce qu'en découvrant la vérité, il s'est débarrassé de son côté Joker. Tout ça montre que dans le film ou les BD, les inégalités ont fait vriller nos protagonistes. On a une vision plus réaliste, où beaucoup s'identifient. La vision d'un homme qui aura tout perdu et qui renaît à travers la folie. Nous l'avons vu dans les origin stories précédentes. Le Joker a eu plusieurs passés.
Certains se complètent, d'autres se contredisent. Mais si on prenait le problème autrement, plutôt que de se dire que ces origines sont différentes histoires pour un seul personnage, il est probable qu'en réalité nous n'ayons pas affaire qu'à une personne, mais à trois. Dans le numéro 42 de Justice League de Geoff Johns et Jason Fabok, Batman s'est assis sur la chaise de Mobius. Cette chaise permet de voyager à travers le temps et l'espace, mais surtout d'obtenir les réponses à toutes vos questions. C'est à ce moment que Batman demande à la chaise de lui révéler l'identité de l'homme qui a tué ses parents. Ensuite, il pose la question que tout le monde ici se pose. Qui est le Joker? Mais cette réponse, on l'aura qu'à partir du numéro 50 du comics Justice League, où on apprend qu'en réalité, il y a 3 Jokers. Le premier se nomme le Clown. Il a massacré le second Robin qui s'appelait Jason Todd, à coups de pied de biche. Le deuxième est le Comédien. Lui, il a paralysé Barbara Gordon et tourmenté son père, le commissaire Gordon, dans le comics The Killing Joke. Enfin, le troisième, c'est le Criminel, le Joker que Batman a affronté dès le début. Alors cette version, elle n'est pas canon, mais elle nous laisse une perspective intéressante sur la réelle nature du Joker. Qui se cache derrière ce sourire sournois? Un comédien? Un homme sans histoire? Un fou? Eh bien, je vous invite à descendre avec moi dans l'esprit du Joker. Avant de commencer le niveau 3, j'ai un petit truc à rajouter. Il y a un mois, le film Joker Folie à 2 est sorti, et il a énormément été critiqué. La vidéo était déjà en cours de montage et on se disait qu'il n'y avait pas grand intérêt à en parler. Mais bon sang, je me suis pris une claque. Alors je me dois de vous en parler et de vous expliquer pourquoi ce film est incroyable. Et comment il appuie la théorie selon laquelle il y aurait plusieurs Jokers. Déjà, faut savoir que le premier opus a eu un succès juste fou, au point où Warner voulait la suite. Alors ils l'ont eu et ça a pas mal divisé. Mais Todd Phillips a pris les choses à contre-pied en montrant un Joker affaibli. Et que dire de ce qui fait le plus débat, les musiques. Alors oui, c'est une comédie musicale et on était au courant depuis bien longtemps. C'est juste mon avis personnel, mais je trouve qu'on a droit à de superbes interprétations où on n'a pas de bons chanteurs qui jouent un personnage, mais plutôt des personnages qui essaient de chanter et de crier ce qu'ils ressentent. Avec des reprises comme Ne me quitte pas de Jacques Brel, les chansons sont lourdes de sens et sont utiles au récit. Car là, la musique n'est pas une parenthèse dans le film, mais fait partie intégrante de la folie d'Arthur. En tant que spectateur, on assiste au procès du personnage et le film, c'est littéralement ça. Juste un procès. Et c'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs, pas que dans les critiques, mais également dans le film. Parce que le peuple de Gotham demande leur messager, le Joker. Mais il a disparu et ça ne leur plaît pas. Et quand on regarde, on dirait que ce film est juste fait pour déplaire. Le réalisateur savait que le premier film était un succès phénoménal et se suffisait à lui-même. Et d'ailleurs, avec un budget moins important, il était bien plus riche que le nouvel opus. Pourtant, il devait absolument faire une suite. Alors, sachant que le public s'attendait à revoir le Joker, il a mis sur le devant de la scène Arthur, un homme banal, invisible et abandonné. Du coup, les spectateurs ont été déçus, et j'ai même vu certains quitter la salle au moment même où dans le film Harley Quinn quitte le procès avec les autres fans du Joker, eux aussi déçus de ne pas revoir le clown. Le film est lourd de sens et très touchant car on ne voit pas un film Joker, mais bien le procès d'un meurtrier qui a subi des violences toute sa vie, abusé de ses proches, abandonné par le système, moqué de sa mère et accusé de ce qu'il a subi. Arthur se retrouve sur le banc des accusés, alors qu'à la base, il est victime de sa condition. Et là, on en vient au point le plus intéressant du film, sa fin. C'est plus le Joker qui est mis en scène, mais Arthur Fleck. Enfin, on sait pas trop. Et c'est là que le film joue avec la folie du personnage. Le premier film montre l'ascension d'un homme parmi tant d'autres en voix du peuple et figure de la révolution. Le deuxième nous explique qu'il n'est finalement qu'un être humain et que tout le monde peut être le Joker. On le voit dans la scène finale, l'homme qui tue Arthur se découpe un sourire sur le visage et devient à son tour le Joker. Le clown n'est pas un individu en particulier, mais un esprit, un poison qui prend possession des gens, les plongeant dans un état second, faisant du Joker une idéologie qui existe depuis des décennies et perdurera encore dans le temps. Agent K, rapport d'enquête 246e jour, localisation Gotham City. On a réussi à retracer l'appel et on s'est rendu compte qu'il provenait de l'église. On a également réussi à faire le lien entre le crime et les indices laissés par le Joker. Il y avait un Joker et 4 As. L'As, c'est le chiffre 1, ça nous fait 4-1 à la suite. Ça ressemble bien à un verset biblique. En plus, la montre sur la victime indiquait 11h11. Il y a forcément un lien. On doit voir ce pasteur. Pasteur, vous savez pourquoi vous êtes là. Dites-nous pourquoi le Joker fait référence à ce verset. Ainsi parle l'Éternel. Je ferai venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, mais je ne les écouterai pas. Vous êtes sûr que c'est un vrai pasteur? Jérémie Ce type a l'air verset bizarre.
savez, à Gotham, personne n'est ce qu'il prétend être. Même les hommes de Dieu ont leurs secrets. Où voulez-vous en venir? C'est quoi le rapport avec le Joker? Vous cherchez des réponses dans les lieux les plus sombres, et pourtant les réponses, elles, brillent dans la lumière. Vous croyez qu'on a tout notre temps? Notre gars là, il a laissé un cadavre derrière lui. Et vous êtes là à nous réciter des versets? Peut-être que vous êtes déjà dans les ténèbres, agent K. Peut-être que ce n'est pas moi qui ai les réponses que vous cherchez. Merci, pasteur. On sait où chercher à présent. C'est donc sur ces sages paroles que j'ai compris le message caché dans The Joker. Même si la théorie n'est pas prouvée, les signes sont bien là. Au début du film, avant que Arthur Fleck se transforme en Joker, on peut voir à 3 reprises des horloges indiquant 11h11. Alors, ça peut paraître anodin. Mais si on prend le chapitre 11, verset 11 dans l'épître de Jérémie, on peut voir le passage récité par le pasteur. Cet écrit fait directement écho à Arthur qui subit de nombreux malheurs et que personne n'écoute. En plus, les nombres 11-11 font penser aux 2 faces d'un miroir, comme pour Joker et Arthur. Et c'est lorsque ce dernier décidera de briser ce miroir, ici symbolisé par l'horloge, que du coup la frontière va s'effacer tout au long du film. C'est à ce moment qu'un compte à rebours va se lancer. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et enfin 1, ou du moins comme il est écrit ici, Ace in the Hole, qui se traduit par un atout dans la manche. Et ça fait directement référence à la carte Joker. C'est sur cette même séquence qu'on voit Arthur se transformer et assumer clairement sa renaissance, devenant ainsi le symbole de la révolution. Le Joker, c'est l'ennemi juré de Batman. Mais parfois, les comics nous offrent des histoires où les deux font équipe. Dans le numéro 191 The Brave and the Bold, le Joker et Batman font équipe pour arrêter le Pingouin. Alors pour vous situer le contexte, il se trouve que le Pingouin a utilisé le Joker à la télévision. Il a fait croire que le clown l'a tué en direct afin qu'il puisse soutirer de l'argent au Vatican. Mais en réalité, c'était une machination. Le Pingouin n'a jamais été tué par le Joker. Et ce dernier a contacté Batman pour lui signaler cette imposture. Par la suite, Batman part arrêter le Pingouin. Mais durant l'intervention, notre vilain réussit à contraindre notre héros à arrêter la poursuite. Des innocents sont en danger. Notre chevalier noir est donc obligé d'abandonner la course-poursuite. Et c'est là que le Joker entre en scène. Notre clown n'est pas du genre à aider la veuve et l'orphelin. Son but est uniquement d'arrêter celui qui a sali son image. Le Pingouin est donc neutralisé par le Joker. Et il est clair que sans lui, la mission initiale de Batman aurait échoué. À présent, attardons-nous sur les numéros 142 à 145 des comics Legend of the Dark Knight. Ici, le Joker est engagé par Ra's al Ghul pour tuer Batman car ce dernier souhaite construire un nouvel ordre mondial. Et visiblement, l'individu qui est capable de contrecarrer son plan, c'est bien notre chevalier noir. Mais le rôle du Joker ne s'arrête pas là. Il va devoir également créer une toxine qui a pour but de tuer plus de 5 milliards d'individus sur Terre. Mais grâce à Barbara Gordon, Batman apprend le plan de Ra's al Ghul. Il ira donc chercher le Joker. Mais ce dernier se fait tuer, car après avoir créé le poisson mortel, notre clown est devenu obsolète. Batman, venu pour arrêter Ra's al Ghul, retrouve le cadavre du Joker. Il décide de le ressusciter grâce au puits de Lazare, car sans le Joker, impossible de déjouer la toxine qu'il a créée. Et fait surprenant, lorsque le Joker ressort du puits, il est lucide. Pourtant à la base, lorsqu'un individu ressort du puits, il devient pendant quelques instants fou. Mais pour le Joker, c'est le contraire qui s'est produit. On découvre donc qu'il éprouve de la culpabilité pour tous les meurtres et méfaits qu'il a commis. Et c'est donc ensemble que Joker et Batman mettront fin au plan de Ra's al Ghul. Le Joker a plusieurs fois été interné à l'asile d'Arkham. Mais ça ne l'a jamais sauvé. Au contraire, c'est bien souvent les médecins qui ont sombré dans la folie à cause de lui. On peut alors se demander s'il est possible de le guérir, ou si au contraire sa folie a pris le dessus. Il faut savoir que la folie du Joker n'est pas qu'un trouble mental. Il est également biologiquement infecté. C'est son exposition à des produits chimiques comme le Joker Venom qui a altéré son esprit et son corps. On l'a vu capable de contaminer d'autres personnes même si on a réussi à l'éliminer. On a pu observer ce cas dans les comics, ce qui a donné un personnage iconique, le Batman qui rit. Et pourtant, il y en a eu des tentatives pour le guérir. On a essayé la manipulation mentale, les médicaments ou même le bain de Lazare. Mais aucune n'a fonctionné de manière permanente. À chaque fois, la folie du Joker revient en force. En fait, le seul moment où il retrouve sa lucidité, c'est lorsqu'il perd la mémoire. Mais si par malheur il retrouve ses souvenirs, il replonge dans la folie.
Le Joker est montré comme un personnage tragiquement incurable. Il est à la fois victime et vecteur de folie. Il est profondément lié à son némésis, Batman. Batman? Batman? The sons of Batman do not make speeches. Dès que Batman réapparaît, la machine se relance. Gotham City belongs to the Batman. Batman. Darling. Il y a quelque chose qui cloche dans le comportement du Joker. C'est comme si ce n'était pas juste de la folie, mais bien plus que ça. J'ai déjà observé ce genre de comportement ailleurs, dans d'autres univers. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Un rapport pour l'ordre? Le Joker est plus flou que prévu. Signé K. Super, ils vont adorer. Je parle pas d'un cinglé, mais quelque chose de supérieur. Il sait, monsieur. Il sait exactement ce qu'il fait. Attendez. Vous pensez qu'il est conscient? Qu'il sait qu'on est dans un univers fictif? C'est vrai que j'ai déjà vu ça dans d'autres univers. Des entités qui comprennent qu'elles ne sont que des pièces dans un jeu. Ça les rend imprévisibles. Voire dangereuses. Dans Arkham Asylum, on dit que le Joker possède une espèce de super santé mentale. Un état de conscience supérieur. Peut-être qu'il sait exactement ce qu'il fait. Peut-être qu'il sait qu'il est dans un univers fictif. Si c'est vrai, alors il n'a aucune limite. C'est sûrement ça qui est à l'origine de sa folie meurtrière. Parce que s'il sait qu'il vit dans un monde fictif, les morts engendrés n'ont que peu d'importance. Après tout, ce ne sont que des personnages secondaires. Il sait qu'il est le némésis de Batman, donc sa vie n'est pas importante, tout comme la mort de Batman. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Il ferait donc en sorte de maintenir son univers en vie en attirant l'audience, donc vous, grâce à ses crimes. Joker est pour DC ce que Deadpool est pour Marvel, un personnage terriblement puissant et intouchable, car conscient de son importance capitale dans son propre univers. D'ailleurs, savez-vous réellement jusqu'où va sa puissance? Parce que non seulement c'est un ennemi redoutable, mais dans le multivers des Jokers, deux d'entre eux se démarquent par leur puissance. Il y a 30 ans, sortait le film Judge Dredd, qui s'est déroulé dans un futur dystopique où des juges, qui étaient à la fois des policiers, des juges et des bourreaux, maintenaient l'ordre. Et comme si ça ne suffisait pas, un des Jokers s'est retrouvé dans ce monde et a utilisé une ceinture multiverselle. Dans ce crossover, Joker obtient un pouvoir en adéquation avec son personnage. Il devient alors capable de faire exploser la tête de ses ennemis à chaque fois qu'il rit. Ce qui fait de ce Joker une menace multiverselle avec des pouvoirs redoutables. Mais ça, ce n'est rien, monsieur A. Laissez-moi vous parler du plus puissant des Jokers. Je ne parle pas là d'un vulgaire clown avec quelques pouvoirs, mais bien d'un être capable d'annihiler tout le multivers s'il le souhaitait. Mais pour comprendre comment ce Joker est né, je dois d'abord vous parler de lui. Ce petit personnage au look plutôt original a un nom, qu'il est tout autant d'ailleurs. Je vous présente Mixie Spittlike. Apparu pour la première fois dans Superman en 44, il vient de la 5e dimension. Il possède des pouvoirs magiques quasiment illimités. En gros, il est invincible. Il peut même manipuler la réalité et le temps. Heureusement, il préfère juste faire des blagues. Parce que s'il le voulait, il pourrait très bien détruire Superman. Sa seule faiblesse est qu'il peut être renvoyé dans sa dimension si on le fait prononcer son nom à l'envers. Dans le comics Empereur Joker, Mixie Spittlike décide de donner juste 1% de ses pouvoirs au Joker pour qu'il s'amuse avec Superman. Mais bon, vous savez comment est le clown. Il est assez malin. Ou plutôt, c'est ce farfadet qui est complètement idiot. Comment il a pu se faire avoir? Du coup, le Joker obtient 99,9% de ses pouvoirs, et avec cette puissance, il devient l'Empereur Joker. Il est capable de remodeler la réalité selon ses désirs. Il réinventera le monde à son image, plongeant Batman dans une boucle de mort et de résurrection infinie, et transformera même la Justice League en version caricaturale d'eux-mêmes. Avec son nouveau statut et sa folie, il devient la version la plus puissante et la plus dangereuse du Joker, capable même de détruire Darkseid, qui est d'ailleurs l'un des personnages les plus puissants de l'univers d'ici. Le Joker est le maître du chaos. Il veut montrer que chacun n'est qu'à une mauvaise journée de sombrer dans la folie. Et il réussit son coup dans The Killing Joke. Batman, lui, est une figure emblématique de la justice. On le sait, Batman ne tue personne, parce que s'il le ferait, ça ferait de lui un criminel. Pourtant, il y a bien une fois où le Joker gagne face à Batman. À la fin de The Killing Joke, Batman propose au Joker de se repentir, de revenir du bon côté. Mais Joker refuse. Pourtant,
Il a eu pendant un instant un moment de réflexion, comme si il avait eu un moment de lucidité. I'm sorry, but no. No. It's far too late for that. Mais non. Au lieu de ça, le Joker raconte une blague. Et là, Batman comprend. Il ne pourra jamais l'arrêter. En tout cas, pas comme ça. Du coup, il se met à rire avec le clown. Un rire sincère. Et c'est après qu'on remarque que le rire du Joker s'arrête. On comprend alors que notre héros n'a pas eu le choix. Ces deux personnages sont condamnés à se battre pour toujours. Le Joker ressent une terrible fascination pour le Chevalier Noir. C'est un blagueur qui joue des tours à Batman, mais il ne le tuera jamais, car sans la chauve-souris, il perd tout. Car malgré leur opposition, ils sont tous les deux les faces d'une même pièce. Non, toi, tu me complais. Après, on a le Joker de Joaquin Phoenix. Dans son interprétation du clown, il apparaît comme une victime de sa propre condition. Il souffre d'une pathologie rare qui déclenche des crises de rire incontrôlables. Et on voit ici que la performance de l'acteur est impressionnante. Il nous donne l'impression que ce qu'il vit est réel. Mais le Joker imaginé par Todd Phillips n'est pas juste une victime de la société. Il devient tout au long du film le chasseur, ainsi que le personnage principal qui commet des crimes sans le moindre remords. En matière de crime, le Joker est un expert. Il a fait preuve d'une créativité sans limite, qui a poussé Batman dans ses derniers retranchements à chaque fois. Dans les comics, Joker va orchestrer un plan horrible. Il est malade, et du coup, il décide d'emporter tout le monde avec lui. Il va donc poser des explosifs dans toute la ville et ligoter Batman. Après ça, il réunit plusieurs familles et élimine les parents. Ah, et j'oubliais, il les élimine devant leurs enfants. Mais le pire, c'est qu'il a fait ça pour faire revivre à Bruce Wayne son passé. Et ce n'est pas tout. Il va également empoisonner chaque enfant, ce qui va les transformer en mini-Joker. Et c'est là que Batman craque. Et dans un élan de rage, il attrape le Joker et lui brise la nuque. Mais lors de son dernier souffle, le corps du clown libère une toxine qui transforme Bruce en Batman qui rit. À partir de là, c'est le début de la fin. Il élimine la Bat-Family et détruira la totalité de la Justice League. On parle ici de Batman. C'est un personnage extrêmement intelligent, et il avait un plan pour neutraliser chaque membre de la Justice League. Il a donc utilisé ses connaissances afin de régner en maître sur son univers et tout détruire. Et c'est comme ça que la philosophie du Joker perdure, même après sa mort. Si je vous disais que le Joker, au-delà de son univers, agit d'une manière ou d'une autre dans le vôtre. Parlons du cas Heath Ledger, l'acteur derrière le Joker de la trilogie des Batman de Christopher Nolan. Sa version du clown a été grandement acclamée par la critique et le public. Et c'est pas pour rien. Quand on l'écoute jouer, ce n'est plus l'acteur qu'on voit à l'écran, mais le Joker. Why so serious? Et pour arriver à un tel niveau, il est allé très loin. Il s'est enfermé pendant 1 mois dans une chambre d'hôtel. Et il a écrit toutes ses pensées les plus noires dans un journal pour ne faire qu'un avec son rôle. Rôle qui aura été malheureusement son dernier, décédé après avoir consommé un mélange mortel d'analgésiques, d'anxiolytiques et de somnifères. On en a conclu à une mort accidentelle, mais pour beaucoup de fans à l'époque, c'est son rôle du Joker qui l'a tué. C'était devenu mystique, et le titre était tout trouvé. Heath Ledger, tué par son rôle de Joker, un coupable créé de toutes pièces. Mais la vérité, c'est que l'acteur souffrait déjà d'une santé mentale fragile et d'une infection pulmonaire. Sachant que l'acteur avait des problèmes d'insomnie, le mélange entre ses médicaments pour sa maladie et les somnifères, c'était pas la meilleure idée. Son rôle a sans doute eu un impact sur sa santé mentale, mais son père a déclaré que son fils s'amusait beaucoup dans son rôle, et qu'il aimait jouer le Joker, ce qui contredit la rumeur selon laquelle son rôle aurait été à l'origine de sa mort. Dans la ville de Gotham, qui semble toujours sur le point de basculer dans le chaos, Batman commence à peine à s'imposer comme le justicier des rues. Mais très vite, un nouveau type de criminel surgit de l'ombre. Un homme dont l'apparence est aussi déstabilisante que ses actions, le Joker. En 8 décennies d'existence, il a commis des milliers de crimes, et je vais vous parler des tout premiers, et vous allez voir que déjà à l'époque, il était très inventif. Tout commence par une découverte macabre. Jim Gordon, encore capitaine de police à l'époque, est appelé sur une des scènes de crime où plusieurs cadavres sont retrouvés. Ces corps, presque une dizaine, sont défigurés avec des sourires figés, comme s'ils étaient morts en rien. Face à cette horreur, même les policiers les plus aguerris sont secoués. Batman, qui enquête de son côté, est perplexe. Ces victimes semblent avoir été utilisées pour un entraînement. Mais pourquoi ? Peu de temps après, Gotham découvre avec stupeur le visage de celui qui se cache derrière ces crimes.
Le Joker fait irruption sur les écrans de télévision lors d'un reportage, après avoir contaminé une journaliste avec une toxine qui la transforme en une version grotesque d'elle-même. Le Joker annonce froidement son intention de tuer Henry Claridge, un riche homme d'affaires, avant minuit. Malgré tous les efforts de Batman et de la police, le Joker tient parole. Claridge meurt en riant. Victime du poison mortel du clown, le Joker fait alors sa première entrée fracassante dans le monde du crime. Alors que la ville commence à peine à réaliser la menace que représente le Joker, celui-ci frappe encore. Cette fois, il libère les patients d'un centre médical pour criminels dangereux, plongeant Gotham dans un chaos total. Ces fous furieux sèment la terreur dans les rues, et bien que Batman intervienne rapidement pour limiter les dégâts, l'anarchie prend des proportions inquiétantes. Une diversion en réalité pour couvrir ses véritables plans. Le Joker ne s'arrête pas là. Sa prochaine cible est un autre homme d'affaires influent, Jay Wilde. La police encercle sa maison, bien décidée à ne plus laisser une nouvelle victime tomber sous les coups de ce tueur imprévisible. Mais le Joker réussit encore à infiltrer les lieux, utilisant cette fois du gaz toxique pour neutraliser toute résistance. Wilde finit par succomber dans une crise de rire incontrôlable, mais le Joker parvient à fuir, laissant derrière lui un nouveau cadavre et des questions sans réponse. Au fil des enquêtes, Batman découvre peu à peu l'ampleur du plan du Joker. Il ne cherche pas seulement à tuer des individus, il veut empoisonner toute la ville. Le Joker prévoit de contaminer le réseau d'eau de Gotham avec sa toxine mortelle, condamnant des milliers de personnes à mourir dans d'atroces souffrances. Ce plan semble avoir un lien avec une usine chimique où Batman avait affronté le gang Redwood quelques mois plus tôt. Enfin, vient la bataille finale au réservoir. Batman, qui a compris les intentions du Joker, prend les devants et sabole le système pour empêcher le poison de se propager. Le Joker, fou de rage, tente de reprendre le dessus avec son imprévisibilité habituelle. Mais Batman reste inébranlable. Pourtant, fidèle à son code moral, il refuse de tuer le Joker. Même si ce serait la solution la plus simple, à la place, il le livre à l'asile d'Arkham, où le criminel est enfermé. Du moins, pour un temps. Dans le comics Le deuil de la famille, Joker revient après un an d'absence, le visage arraché, et est décidé à endurcir Batman. Car selon lui, le Chevalier Noir s'est adouci à cause de la Bat Family. Alors, il va torturer, kidnapper Alfred, et prendre le contrôle de l'asile d'Arkham pour y séquestrer la Bat Family. Il va leur faire croire qu'il a arraché leur visage et les monter les uns contre les autres grâce à son gaz. Il fera même une tapisserie humaine représentant leur combat. Ce Joker, visiblement d'humeur nostalgique, a eu recours à des méthodes abjectes. Et ça montre à quel point il est insaisissable. Certains ne rêvent que de voir le monde brûler. We live in a society. Pour les moins anglophones d'entre vous, cette phrase se traduit par « Nous vivons dans une société ». Une phrase qui aura fait beaucoup parler d'elle. Elle a été utilisée par des groupes d'incels ou par des personnes qui voulaient se moquer des nerds de l'époque. Mais c'est surtout son association avec le Joker qui est intéressante. Parce que le Joker n'a jamais prononcé cette phrase. Et pourtant, elle lui a été attribuée. Cette phrase n'est qu'un des nombreux exemples où l'image du Joker a été utilisée. On parle ici d'un méchant de bande dessinée, et pourtant, il a visiblement un impact au-delà même de son univers. Le Joker est devenu dans votre monde un symbole de rébellion et de rejet de la société qui ne fait qu'accroître les inégalités entre les individus. Ce n'est pas pour rien si le Joker de 2019 a fait autant parler de lui, parce qu'au-delà d'être un bon film, c'est avant tout une vision du Joker qui nous a permis d'avoir de l'empathie pour ce dernier. Peut-être aussi que vous vous êtes reconnu en lui, et pourtant c'est un méchant, un des plus grands de DC Comics. Je ne dis pas qu'avoir de l'empathie pour Arthur Fleck n'est pas normal, bien au contraire, c'est humain. Et c'est là que l'on arrive à un point essentiel. Le Joker est à la base un homme comme vous et moi. Il est vrai que son passé reste flou, malgré le fait qu'on a parcouru les différentes interprétations de ses origines. Mais un moment clé revient tout le temps. Il suffit d'une seule journée pour que tout bascule. Le Joker est fou, du moins c'est la vision initiale qu'on a de lui. Que ce soit un gangster ou un pauvre homme qui vit avec sa mère malade, le spectre des différentes origines du Joker est plutôt large. On en vient à la conclusion que n'importe qui pourrait se cacher derrière ce maquillage de clown. Le Joker n'aurait finalement pas vraiment tort lorsqu'il dit qu'une mauvaise journée pourrait nous faire basculer. Après tout, Bruce Wayne est devenu Batman après une bien mauvaise journée. Ils ne sont pas si différents. L'un se cache derrière la justice et l'ordre, alors que l'autre se cache derrière la folie et le chaos. Bien entendu, il y a des antécédents pour chacun d'eux qui ont précédé leur transformation. Et c'est là que j'en reviens à vous. Nous avons trouvé beaucoup d'articles, des mèmes, des fanfilms et même des personnes qui se transforment eux aussi en Joker. Comme par exemple un homme qui se surnomme Melvin, le frère du Joker. Vous constaterez qu'il y a une réelle fascination pour ce personnage. Une iconisation qui dépasse même nos super-héros favoris. Et cette fascination pour le Joker s'explique de deux manières. Tout d'abord, les personnes qui sont en rébellion contre les normes. Le Joker représente ici une figure qui renverse tout. La société nous transforme, elle nous formate.
Selon le Joker, ce sont ces règles qui régissent notre société et qui nous emprisonnent. Finalement, au fond de nous, on pourrait très bien être comme lui. C'est d'ailleurs toute cette idéologie qui l'oppose à Batman depuis toujours. Pour lui, nous sommes des hypocrites, car tout le monde en réalité porte un masque pour se fondre dans la masse. Et c'est sans doute l'identification projective qui a rendu le Joker encore plus iconique. En gros, à cause de la vision de Joaquin Phoenix, les gens projettent leurs sentiments, frustrations ou même leurs aspirations personnelles à travers lui. Le film a réussi à nous rendre empathiques pour un personnage qui est pourtant à la base un monstre. Mais ce n'est même pas le plus important. Ici, c'est une vraie critique de la société qui a été dépeinte à travers le Joker. Notre rang social détermine comment le monde nous perçoit. On n'est pas égaux à la naissance, et finalement, on aurait pu être du bon ou du mauvais côté du rivage. Le Joker, c'est le fruit d'une société malade. C'est de là que vient son origine. Il n'est qu'un reflet de ce qu'il y a de plus noir en ce bas monde. Cette enquête nous a permis de comprendre que la raison d'être du Joker était de prouver que tout le monde pouvait devenir comme lui. Et que c'est uniquement à travers Batman qui peut le prouver de manière incontestable. C'est un personnage complexe et un des plus mystérieux et fascinants de la pop culture. Il aura su se faire apprécier par le plus grand nombre, et il est clair qu'on s'identifie bien plus à un Joker qu'à un Batman. Il aura donc finalement réussi le plus grand exploit, prouver qu'en chacun d'entre nous se cache un clown. Ah, K. Toujours à courir après les règles, hein? Bienvenue dans la dernière étape de cette enquête. J'ai un jeu pour toi. Très simple. Ce bouton. Si tu appuies dessus, mon cœur s'arrête net. Fini. Game over. Le cauchemar sera terminé. Je suis pas un tueur, Joker, ton petit jeu marchera pas avec moi. Imagine tout ce que tu as perdu, K. Toutes ces vies gâchées. Tout ça pour rien. Et pourquoi? Parce que tu as suivi les règles. Mais moi, je n'en ai aucune. Ton équipe, détruite. Ton ami l'agent A, tu n'as même pas compris ce qui lui est arrivé. Pauvre A, lui qui te faisait tellement confiance. Tais-toi! Tu veux savoir ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui me dit que ce bouton mettra fin à ta folie? Moi fou? Oh, tu me fais de la peine. C'était il y a 8 mois. Quand ma petite chauve-souris s'est fait dévorer par ces vilains égaux. J'ai tout perdu. Que faire sans lui? Et là, tu es apparu. Mourant, fort, une grande envie de justice. Tu lui ressembles tellement. Justement, regarde les dégâts que cause un Joker sur son Batman. Je dois t'arrêter mais pas te tuer. Est-ce que tu penses encore avoir le choix? Bien sûr. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Me laisser partir? Il y en a d'autres comme toi ailleurs, en ce moment même. Qu'est-ce que t'as encore fait? Crois-tu pouvoir sauver des vies sans appuyer sur ce bouton? Alors c'est très simple. Soit tu m'arrêtes, soit cette ville part avec moi ce soir. Mais dans tous les cas, je gagne.